La tempête avait verrouillé la forêt de montagne, effaçant toute vérité au sol. Chaque empreinte devenait un mensonge presque aussitôt recouvert. L'équipe des forces spéciales navales s'était tassée dans une fissure rocheuse, coincée entre deux parois glacées. La radio ne crachait plus que de la friture. Les cartes, détrempées puis gelées, n'étaient plus que des plaques rigides et inutilisables. Ils avaient perdu le contact il y a 6 heures. Puis 12, puis 24, quand l'un d'eux leva enfin la tête et posa la question « Elle est où ?» Le silence fut la seule réponse. La tireuse d'élite avait disparu. Personne ne l'avait vue partir. Aucun pas dans la neige, aucun bruit. Seulement, de temps à autre, une détonation étouffée jaillissait du rideau blanc et chaque tir faisait vaciller l'encerclement ennemi. Michael Turner s'adossa à la pierre gelée, sentant le froid s'infiltrer lentement à travers ses couches d'équipement. Le vent hurlait dans l'étroite ouverture du ravin, projetant des cristaux de glace qui mordaient la peau exposée comme des éclats de verre. Ce qu'il restait de son équipe occupait à peine 5 mètres de terrain, à l'abri, coincé entre les rochers. 8 hommes, 3 blessés suffisamment atteints pour ralentir tout déplacement. « Toujours rien, » dit Connor Reed. Il abaissa le combiné radio. Sa respiration forma un nuage aussitôt arraché par le vent. Dernière transmission à 0600. Il est passé 14 heures. 8 heures sans réponse. Les hélicoptères d'extraction ne pouvaient pas voler dans ces conditions. Et même s'ils avaient pu, la zone de pesée se trouvait 3 km au nord-est, à découvert, sur un terrain désormais infesté d'hostiles. Sur le papier, la mission avait été simple, une reconnaissance d'un dépôt d'armes présumé dans les montagnes de Highland Ridge. Les renseignements annonçaient une opposition limitée. Les renseignements s'étaient révélés catastrophiquement faux. Turner recompta instinctivement. 7 visages le fixaient à travers des cagoules durcies par la neige. 7. « Où est Walker ?» demanda-t-il, même s'il savait déjà que la réponse ne lui plairait pas. « Je l'ai vu pour la dernière fois pendant la rupture de contact », répondit Daniel Brooks, le plus gradé parmi les sous-officiers. « Elle couvrait l'arrière quand on a pris le feu depuis la crête. C'était 4 heures plus tôt. L'embuscade avait été déclenchée depuis 3 directions à la fois, trop coordonnée pour être improvisée. L'équipe avait exécuté la manœuvre de repli à la perfection, progressant par bonds à travers les arbres pendant que le tir de couverture clouait l'ennemi. Et quelque part dans ce chaos, Emily Walker avait simplement cessé d'être avec eux. Walker n'était pas marine. Elle venait de l'armée, détachée d'une unité spécialisée dont personne ne prononçait le nom. Ses ordres venaient d'un niveau bien au-dessus de celui de Turner. Elle avait été intégrée à l'équipe 48 heures avant l'insertion via un message sec et impersonnel. Assurer l'observation et l'appui de précision longue distance si nécessaire. Elle s'était présentée par une poignée de mains fermes, rien de plus. Aucun récit pendant le vol, aucun échange au bivouac. Elle avait inspecté son arme, une M110 SAS équipée d'une optique haut de gamme, l'avait nettoyée, vérifiée une seconde fois, puis s'était endormie assise, le dos contre son sac. Professionnelle, efficace, presque invisible, sauf pour ses yeux. Turner les avait remarqués lors du briefing, d'un gris bleuté, froid comme la glace hivernale, totalement calme lorsqu'elle avait posé sa seule question. Règle si on est séparé, point de ralliement principal. Si compromis, point secondaire ici. Il avait tapoté la carte. Si les deux sont perdus, cap à l'est jusqu'à la frontière. 20 km. Il y a une base avancée. Elle avait hoché la tête. Une fois. C'était tout. À présent, elle n'était plus là. Elle a pu être touchée ? Demanda Reed. Blessée, en train de se dissimuler, je n'ai rien entendu, répondit Brooks. Et Walker n'est pas du genre à crier. Turner partageait cet avis. En peu de temps, il l'avait vue se déplacer en montagne comme si elle y avait grandi. Aucun bruit sur la neige gelée. Toujours un temps d'avance sur le terrain. Lors de leur unique accrochage avant l'embuscade, 2 éclaireurs avaient été neutralisés si vite qu'il avait cru n'entendre qu'un seul tir. « On doit partir du principe qu'elle est en évasion, » dit Turner. « Notre priorité reste l'équipe. Evan Miller a besoin d'un chirurgien dans les 12 heures où il perdra son bras. » Miller était assis contre la paroi rocheuse. Son bras droit, immobilisé, était enveloppé de bandages de compression saturés de sang figé. Des éclats de roquettes avaient déchiqueté le muscle. Il était conscient pour l'instant, mais le choc viendrait. Puis l'infection.
À l'entrée du ravin, Logan Price, le plus jeune de l'équipe, se repositionna. Mouvement sur la crête. 200 mètres. Tout le monde se figea. Turner rampa lentement jusqu'à lui, épaulant son arme. Dans son optique, il distingua 6 silhouettes progressant de façon irrégulière sur la ligne de crête. Elles ne cherchaient pas. Elles se mettaient en place. Un encerclement. « Ils savent qu'on est dans le secteur », murmura Brooks. « Ils nous enferment. » La situation tactique se clarifia brutalement dans l'esprit de Turner. L'ennemi avait le nombre, la connaissance du terrain et le temps. Eux manquèrent de munitions, de soutien aérien, de communication, et comptaient des blessés incapables de suivre un rythme rapide. Le blizzard les avait cloués au sol, et l'étau se refermait. La tempête qui clouait les appareils alliés au sol neutralisait aussi les capteurs thermiques. L'avantage était partagé. À découvert, la visibilité ne dépassait pas 50 mètres, moins encore sous les arbres. Il leur restait peut-être 6 heures de lumière. Après ça, se déplacer relèverait de l'impossible. Rester immobile signifierait geler lentement. « On bouge dans 1 heure », trancha Michael Turner. « On se sert de la tempête comme couverture, cap au nord-est vers Echo Landing Zone, et on espère que la météo s'ouvre juste assez pour une extraction. 3 kilomètres à travers leur ligne, » murmura Daniel Brooks. « Vous avez une meilleure idée, chef ?» Le silence de Turner fit office de réponse. L'heure suivante se déroula dans une immobilité tendue. L'équipe redistribua les munitions, renforçant les positions de tête et d'arrière-garde. Evan Miller reçut une nouvelle dose de morphine, prélevée sur ce qu'il restait de leur réserve. Ils enterrèrent sous les rochers tout le matériel superflu, tout ce qui risquait de les ralentir. Turner se surprit à penser à Emily Walker. Avait-elle été capturée, abattue et abandonnée quelque part sous la neige, ou avait-elle fait ce que les tireurs d'élite faisaient parfois, se détacher volontairement pour créer leur propre avantage? L'idée paraissait absurde. Une seule personne, seule, dans un blizzard, face à au moins 30 hommes. Pourtant, Walker ne lui avait jamais donné l'impression d'être suicidaire. Les imprudents ne survivaient pas assez longtemps pour atteindre son niveau. Un coup de feu claqua au loin. Pas proche, peut-être 400 mètres, au nord, puis plus rien. Les hommes échangèrent des regards. « Des chasseurs ?» proposa Connor Reed sans y croire lui-même. « Par ce temps, en zone de combat ?» répondit Brooks en secouant la tête. C'était une 7,62 de précision. Un second tir résonna. Même direction. Quelques secondes plus tard, Turner consulta sa montre. 13h52, 48 heures avant que leur absence de compte rendu ne déclenche automatiquement une mission de recherche et de sauvetage. 48 heures, c'était une éternité. « En place !» ordonna-t-il. « On part maintenant, tant qu'ils sont distraits. » Alors qu'ils quittaient leur maigre abri pour s'exposer au froid meurtrier, Turner ne parvenait pas à se défaire de cette impression persistante. Quelque part, dans l'immensité blanche, Emily Walker se battait encore. Restait une question. Pourquoi ? Ou pour qui ? Le vent effaça leurs traces en quelques minutes. Turner mena la progression vers le nord-est, en colonne décalée, 10 mètres entre chaque homme. Miller avançait au centre, soutenu par Patrick O'Neill. Leur rythme était insupportablement lent. 100 mètres toutes les 10 minutes. Au bout d'une demi-heure, Logan Price leva le poing. Silence immédiat. Il articula sans un mot. 20 mètres, côté droit. Ils attendirent, armes braquées dans le blanc opaque. Turner entendait désormais des voix. Des syllabes dures portées par le vent. Du pashto. 3 hommes, peut-être 4, progressant perpendiculairement à leur axe. Les voix s'éloignèrent. Ils restèrent figés 5 minutes de plus avant que Turner ne donne le signal. Il leur fallut 2 heures pour parcourir le premier kilomètre. 2 fois encore, ils durent se plaquer au sol tandis que des patrouilles ennemies passaient à proximité. La recherche était méthodique, mais la tempête jouait aussi contre eux. Lors des rafales les plus violentes, la visibilité tombait à quelques dizaines de centimètres. Lors d'un arrêt, Brooks rampa jusqu'à Turner. « Mon lieutenant, ça ne colle pas. » « Quoi donc ? » L'ennemi. Ils ratissent, mais sans méthode, pas de discipline radio, pas d'espacement correct. On dirait, il hésita, qu'ils craignent autre chose. Autre chose que nous ? Turner l'avait remarqué lui aussi. Les patrouilles assemblaient à eau nerveuses, vérifiant sans cesse leurs flancs, avançant en groupes trop serrés, des hommes qui redoutaient d'être seuls. C'est alors que le premier tir retentit. Un claquement sec,
étouffé par la distance et la neige. Au nord, peut-être 300 mètres. Un cri, brutalement interrompu. Puis le silence. Personne ne bougea. Personne ne respira. 2 minutes plus tard, un autre coup. Même secteur. Cette fois, Turner perçut nettement des hommes courant dans les fourrés, des branches brisées, des ordres aboyés dans la confusion. « C'est quoi ce bordel ?» souffla Reed. Ils continuèrent. L'heure suivante fut ponctuée de 3 autres tirs lointains. Chaque détonation semait le désordre dans les rangs ennemis. Des patrouilles jusque-là organisées se regroupaient, refusaient de se disperser. Turner vit même 2 groupes faire demi-tour plutôt que d'entrer dans certaines zones. À 18 heures passées, ils avaient parcouru 2 kilomètres. Le ravin de leur refuge n'était plus qu'un souvenir. Echo LZ se trouvait encore à 1 kilomètre, de l'autre côté d'un col dégagé entre 2 crêtes. C'est alors que Price fit signe. « Monsieur, vous devriez voir ça. » Turner le rejoignit près d'un petit rocher. La neige y était récemment perturbée. Des empreintes, étranges. Elles apparaissaient, se prolongeaient sur 3 mètres, puis s'arrêtaient net, pas recouvertes, ne menant nulle part. Pointure 7, observa Brooks, peut-être 8, semelle militaire. Walker chaussait du 7. Turner étudia le sol. L'empreinte révélait une démarche précise, talon en premier, poids projeté vers l'avant, une progression décidée. Les traces venaient de la lisière, menaient jusqu'au rocher, puis disparaissaient comme si la personne s'était évaporée. « Elle est ici, » murmura Turner. « Ou quelqu'un veut nous le faire croire, » répondit Brooks. « Ça peut être un piège, c'était possible. » Mais son instinct lui soufflait le contraire. Walker avait été formée à l'évasion et à la survie. Si elle s'était volontairement séparée, elle avait une raison. Et Turner commençait à comprendre laquelle. Si elle s'était volontairement séparée de l'équipe, c'était forcément pour une raison. Et ces tirs lointains, précis, mesurés, qui désorganisaient les patrouilles ennemies, ils n'étaient pas aléatoires. Chaque balle semblait pensée pour provoquer un maximum de chaos avec une exposition minimale. « On continue », décida Michael Turner. « Restez vigilants. » La nuit tomba, et avec elle, la température chuta brutalement. L'équipe trouva un abri provisoire dans un bosquet dense de pins. Leurs branches, alourdies par la neige, formaient une voûte naturelle. Ils établirent des tours de garde à 2, tentant de se reposer par cycle de 2 heures. Turner, lui, ne dormit pas. Son esprit revenait sans cesse à Emily Walker. 24 heures plus tôt, elle n'était qu'un renfort temporaire, une spécialiste venue faire son travail. À présent, elle était devenue une rumeur, une présence insaisissable. Des apparitions fugaces, des tirs impossibles dans ces conditions, puis plus rien. Une ombre. À moins qu'elle n'ait jamais disparu. À moins qu'elle ait choisi de disparaître. La certitude s'imposa lentement. Walker n'était ni perdue, ni en fuite. Elle opérait seule, au cœur d'un blizzard, face à un ennemi largement supérieur en nombre. Elle avait opté pour la seule stratégie viable, devenir invisible. C'était exactement ce pourquoi les tireurs d'élite étaient formés. Occuper une position pendant des heures, parfois des jours, sans être détecté. Contrôler un terrain, non pas en le tenant physiquement, mais en le rendant trop dangereux pour que l'ennemi ose s'y aventurer. Un seul tireur expérimenté pouvait paralyser une unité entière, créer des zones mortelles, forcer l'adversaire à modifier ses déplacements. Mais survivre 48 heures dans un blizzard, le froid, à lui seul, suffisait à tuer. L'hypothermie s'insinuait par la moindre faille dans l'équipement. Bouger permettait de générer de la chaleur, mais augmentait le risque d'être repéré. Rester immobile préservait le camouflage, mais entraînait une lente chute de la température corporelle. Un équilibre impossible. À 2 heures du matin, Connor Reed secoua Turner. « Mon lieutenant, vous devriez écouter ça. » L'équipe se rassembla autour de la radio. Reed balayait les fréquences pour passer le temps pendant sa garde. À travers le grésillement, des bribes de conversations ennemies spléties filtraient. Des voix tendues, nerveuses. Reed comprenait suffisamment le pachto pour saisir l'essentiel. Impossible d'en localiser 3 autres. Rassembler tout le monde. Il se replie, murmura Daniel Brooks. Il resserre le périmètre. Ce choix n'avait aucun sens tactique. Une force en supériorité numérique devait maintenir la pression, surtout face à une petite unité en fuite. Mais au lieu de cela, l'ennemi passait de l'offensive à la défensive, parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il cherchait, parce qu'il ne la trouvait pas, elle.
Turner prit une décision. Nouveau plan. On reste ici jusqu'à l'aube, on se repose, on économise nos forces. Ensuite, une seule poussée vers Echo LZ. Monsieur, ça leur laisse le temps de se renforcer, protesta Logan Price. Ça leur laisse surtout le temps de faire des erreurs. Quelque chose là-dehors les effraie. On va laisser la peur travailler pour nous. Les hommes se recouchèrent. Turner, lui, resta éveillé, le regard fixé sur l'obscurité au-delà des branches enneigées. Quelque part dans ce vide hurlant, Emily Walker menait une guerre solitaire. Pas avec des balles, elle n'en avait pas assez pour un combat prolongé. Elle combattait avec la peur, et elle gagnait. 40 heures plus tôt, au moment de l'embuscade, Emily Walker avait pris sa décision en moins de 3 secondes. L'équipe rompait le contact, se repliant vers l'ouest, l'ennemi avançait depuis l'est et le sud. La doctrine était claire, rester groupé, préserver la cohésion, survivre grâce au nombre. Mais depuis d'acquis sa position de couverture arrière, Walker avait vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Un troisième élément manœuvrait pour couper leur retraite, 8 hommes, bien placés, avec une mitrailleuse lourde. Si l'équipe de Turner poursuivait sur sa trajectoire, elle tomberait dans une embuscade en L en moins de 3 minutes. Elle ne pouvait pas les avertir. En plein contact, la discipline radio était absolue. Crier aurait trahi toutes les positions. Courir pour les rejoindre aurait exposé l'arrière. Alors elle fit ce qu'elle avait appris à faire depuis ses 19 ans. Ce qui l'avait menée d'une enfance banale, dans une Amérique rurale, jusqu'aux environnements les plus hostiles du globe. Elle disparut. Il lui fallait d'abord créer de la distance. Tandis que l'équipe reculait par bonds à travers les arbres, Walker obliqua sur la droite, utilisant un fourré dense comme couverture. Elle parcourut une vingtaine de mètres, se plaqua derrière un tronc abattu et attendit. Le groupe ennemi, lancé à la poursuite du gros de l'équipe, passa à moins de 15 mètres. Essoufflés, concentrés vers l'avant, ils ne la virent pas. Elle les laissa filer. Alors seulement commença son véritable travail. Son sac pesait plus de 30 kilos. Armes, munitions, eau, équipement de survie, et sa ghillie suie, une enveloppe patiemment conçue pour briser la silhouette humaine. Elle l'avait cousue elle-même, à partir de fibres naturelles et de végétation locale. Dans la neige, son efficacité diminuait, mais la neige offrait son propre camouflage. Walker rejoignit sa première position. Une légère dépression, protégée par un surplomb rocheux. Elle enfila la couche blanche de sa tenue, par-dessus son équipement hivernal, s'allongea, puis utilisa sa pelle pour entasser de la neige sur son dos et ses jambes. En moins de 5 minutes, elle n'était plus qu'un monticule blanc parmi d'autres. Puis, elle attendit. L'attente représentait 90% du métier. Beaucoup pensaient que le tir était l'essentiel. En réalité, tirer était la partie facile. Le plus dur, c'était rester là. Le plus difficile n'était pas de tirer. C'était d'exister dans un environnement hostile à toute forme de vie humaine, tout en restant en état d'alerte absolue. Emily Walker régulait sa respiration, lente et superficielle, exclusivement par le nez, afin d'éviter toute condensation visible. Pour garder l'esprit vif, elle enchaînait des exercices mentaux, calculs mathématiques, souvenirs précis, scénarios tactiques. Toutes les 30 minutes, elle contractait, puis relâchait certains groupes musculaires, juste assez pour maintenir la circulation, sans produire le moindre mouvement perceptible. Le froid était l'ennemi principal. Son équipement était certifié pour moins 20 degrés Fahrenheit. Mais entre une donnée technique et la réalité du terrain, il y avait un gouffre. Le sol aspirait la chaleur en permanence. Peu à peu, les extrémités s'engourdissaient, d'abord les doigts, puis les orteils, les oreilles. Elle combattait la perte de sensation par des exercices isométriques. Tension, relâchement, séquence après séquence. À travers son optique, elle observait l'ennemi mettre en place son cordon. Ils étaient compétents. Pas d'élite, mais correctement entraînés. Ils comprenaient le terrain, se déplaçaient avec méthode, communiquaient efficacement. Walker en compta 32 répartis en 8 équipes de 4. Trop nombreux pour un affrontement direct. Mais le nombre engendrait aussi des failles. Plus une force était importante, plus sa coordination devenait vulnérable. Elle repéra les figures clés. 2 hommes vers lesquels les autres se tournaient instinctivement, probablement des chefs de groupe. Un opérateur radio longue portée. 3 tireurs désignés équipés d'optiques. Pas des cibles immédiates, des points de repère.
Elle devait d'abord comprendre leurs habitudes, leur trajectoire, leur rythme, avant de frapper. À la tombée de la première nuit, elle affronta sa première crise. La température chutait rapidement. Son eau avait gelé malgré l'isolation. Elle devait bouger pour générer de la chaleur, mais chaque déplacement augmentait le risque. Elle choisit un compromis. Tandis que l'ennemi s'installait pour la nuit, Walker entreprit un déplacement contrôlé. 5 mètres. Littéralement 5 mètres. En 1 heure et demie, chaque geste prenait 10 minutes. Transférer le poids, tester le sol, avancer un membre, se figer, attendre, avancer le suivant. La nouvelle position offrait une meilleure protection contre le vent et un étroit interstice entre deux rochers. Elle s'y comprima, tira de la neige pour boucher l'ouverture, créant une minuscule poche d'air. La chaleur de son corps, réfléchie par la pierre, fit légèrement remonter la température, juste assez pour retarder l'hypothermie. À peine. La seconde nuit fut pire, cela faisait 36 heures qu'elle n'avait pas mangé réellement, hormis quelques gels énergétiques à moitié gelés. Sa situation hydrique devenait critique. Elle mangea de la neige, consciente que cela ferait baisser sa température corporelle, mais sans alternative. L'inconfort physique restait supportable. Elle avait connu pire à l'entraînement. Survie arctique en Alaska. Opération désertique à 50 degrés. Elle connaissait les limites de son corps. Et comment les dépasser ? Le défi psychologique, en revanche, était d'une autre nature. L'être humain est un animal social. L'isolement réveille des peurs primitives. Dans l'obscurité, sous la neige, séparé de tout et de tous, l'esprit commence à interroger. Est-ce que ça en vaut la peine ? Pourquoi es-tu ici ? Et si tu te trompais ? Walker répondait toujours de la même façon, en se recentrant sur la mission. Sa mission n'était pas de survivre. Sa mission était de faire en sorte que l'équipe survive. Le reste n'avait aucune importance. Portée par le vent, elle entendit des voix, des patrouilles ennemies qui se disputèrent sur la direction à fouiller. Elle sourit, à l'intérieur de son cocon de neige et de tissu. Ils cherchaient 8 hommes. Ils avaient organisé leur ratissage pour une unité. Ils ne cherchaient pas une seule femme, devenue plus petite qu'une ombre. Au deuxième jour, Walker passa à l'action. Elle avait cartographié leurs déplacements, identifié leurs angles morts, compris leur protocole radio. Il était temps d'exploiter ces failles, mais exploiter signifiait s'exposer, tirer. Et chaque tir était un calcul, valeur de la cible contre probabilité de compromission. Elle choisit sa première cible avec soin. Un observateur sur une crête chargé de surveiller la vallée par laquelle l'équipe de Turner avait de fortes chances de progresser. Pas lui. Trop évident. L'homme à 30 mètres sur sa gauche, celui avec la radio, qui ne scrutait pas activement. Walker calma sa respiration, laissa son rythme cardiaque chuter, senta le vent sur sa joue exposée, calcula distance, dénivelé, dérive, 340 mètres, vent latéral de 15 nœuds, de droite à gauche, air froid et dense, chute réduite. Elle pressa la détente, la balle frappa Adil Rachad en haut de la poitrine, juste sous la clavicule. Il était mort avant que son corps n'enregistre la douleur, avant même que son cerveau ne comprenne le claquement lointain du tir. Son binôme, Bilal Nour, regardait dans la mauvaise direction. Il entendit l'impact, un bruit mat, humide, comme une main frappant de la chair, et se retourna pour voir Rachad s'affaisser lourdement dans la neige. L'incompréhension figée sur son visage. Puis le corps bascula en avant. Bilal hurla dans sa radio. « Contact ! Rachad est touché ! Tireur embusqué !» Les réponses affluèrent aussitôt. Des voix superposées, des questions paniquées, des ordres contradictoires. Bilal se plaqua derrière un rocher, balayant du regard la lisière, les crêtes, partout à la fois, et nulle part. Aucun second tir ne vint. Ce schéma se répéta sur l'ensemble de la zone durant les 6 heures suivantes. Un tir, une victime. Puis le silence. Les coups la semblaient à provenir de positions différentes, ou du moins, c'est ce que l'ennemi croyait. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Les tirs ne suivaient aucun rythme identifiable. 2 coups espacés de 40 minutes, puis plus rien pendant 3 heures. Ensuite, 3 impacts en l'espace d'1 heure et demie. Impossible d'anticiper, impossible de comprendre. Le commandant ennemi, Aziz, ancien officier de l'armée afghane, réunit ses chefs de groupe dans un ravin abrité. 8 hommes. Sur leurs visages se lisaient des degrés variables de fatigue, d'agacement et de peur. « Rapport !» ordonna Aziz. Les pertes s'accumulaient. 5 morts,
2 blessés, mais ce n'était pas le nombre qui sapait le moral, c'était la manière. Personne n'avait vu le tireur. Personne n'avait entendu de déplacement. Les tirs semblaient surgir de partout à la fois, du nord, du sud, de hauteurs qu'aucun homme n'aurait pu atteindre dans les délais séparant les engagements. Ce n'est pas un seul tireur, insista Youssouf Ali, le plus jeune chef de groupe. C'est impossible. Ils sont plusieurs. Ils coordonnent. Alors pourquoi n'entend-on qu'une seule arme ? Répliqua Aziz. Même calibre, même signature de silencieux. Tous nos tireurs sont formels. Un silence pesant s'installa. Comment un seul homme peut-il se déplacer aussi vite ? Reprit Youssouf. Samir Khan a été touché depuis la crête ouest. 30 minutes Brigny plus tard, Adil Rachad est tombé dans la vallée est. Ça fait 2 kilomètres. Aziz n'avait pas de réponse. Tout ce qu'on lui avait appris disait que c'était impossible. Un sniper seul ne pouvait pas contrôler une zone aussi vaste, pas dans ces conditions. Et pourtant, les faits racontaient une autre histoire. « Et les Américains ?» demanda un autre chef. « L'équipe qu'on suivait est toujours dans le secteur. On a trouvé des traces vers le nord-est. Ils avancent lentement, restent bas. » Aziz balaya le paysage blanc d'un geste vague. « Ça, c'est différent. Eux, on les suit. Ça, c'est quelqu'un qui nous chasse. » La psychologie de la situation se dégradait rapidement. Les soldats pouvaient affronter un ennemi visible. Ils pouvaient manœuvrer contre des positions identifiées. Mais une menace invisible, qui frappait sans avertissement depuis des emplacements inconnus, engendrait la paranoïa. Certains commencèrent à voir des mouvements là où il n'y en avait pas, à signaler des ombres imaginaires, à refuser les postes en tête de progression. Aziz prit une décision. On replie tout le monde. On établit un périmètre consolidé autour de la vallée. 4 postes d'observation, en hauteur, champs de tir croisés. On les force à venir à nous. Il marqua une pause. L'équipe américaine tente de rejoindre une zone de pesée. On sait où elle est. On y arrive avant eux, on monte une embuscade et on attend. Le tireur ne pourra pas les protéger à découvert. Tactiquement, le plan était solide. Défense préparée, supériorité numérique, avantage du terrain. Les Américains finiraient forcément par sortir de leur couverture. Et ce jour-là, Aziz les tiendrait. Le redéploiement prit 3 heures. Il plaça ses meilleurs hommes sur les 4 postes d'observation, chacun équipé de radios et bénéficiant de lignes de vue dégagées. Le reste forma une réserve mobile, prête à intervenir au moindre contact. Ces 2 derniers tireurs désignés furent envoyés sur les points les plus élevés, à l'affût du moindre indice du tireur fantôme. À 17 heures, le dispositif était en place. Aziz s'accorda un bref instant de satisfaction. Les Américains étaient pris au piège. Le sniper, quel qu'il soit, avait perdu l'initiative. C'est alors que la radio grésilla. Poste 3 à commandement. Contact visuel avec l'équipe américaine. 6, non, 7 individus en déplacement dans la lisière. Coordonnées. La transmission s'interrompit dans un bruit sec, comme du verre brisé. Poste 3, répétez. Poste 3, répondez, rien. « Avec moi ?» dit Aziz en attrapant son groupe de réserve. Poste 3, maintenant. Ils découvrirent la position vide. Aucun corps, pas de sang, aucun signe de lutte. Juste de l'équipement soigneusement empilé, abandonné comme si les 3 hommes s'étaient levés et étaient partis calmement. Sauf qu'ils n'étaient pas partis. Dans la neige autour du poste, Aziz repéra des traces. Elles s'éloignaient sur une dizaine de mètres, puis s'arrêtaient net. Pas recouverte, pas brouillée, juste interrompue. « Impossible, » murmura Youssouf. La radio d'Aziz explosa soudain de transmission simultanée. Poste 1 signale un mouvement. Poste 4 affirme avoir repéré le tireur. Poste 2 demande l'autorisation de se replier. Tous les postes maintiennent leur position, aboya Aziz. Un tir claqua dans la vallée, puis un second. Poste 4 est touché, cria une voix. Poste 4, la transmission se noya dans la statique. Le périmètre qu'Aziz avait patiemment construit s'effondrait. Pas sous un assaut direct, sous l'effet de la peur. Les hommes abandonnaient leur position, se regroupaient instinctivement, refusaient de rester isolés. La discipline militaire se désagrégeait sous la pression d'un ennemi qu'ils ne pouvaient ni voir, ni anticiper, ni combattre. En 17 années de guerre, Aziz avait tout affronté. Assauts frontaux, embuscades, combats urbains, guerre de montagne. Il avait combattu des Américains, des Russes, des factions rivales. Il connaissait la violence sous toutes ses formes conventionnelles. Mais ceci était différent.
C'était de la guerre psychologique à l'état brut. Quelqu'un avait étudié sa force, identifié ses failles, et les exploitait méthodiquement. Pas par la puissance de feu, personne ne pouvait transporter assez de munitions pour ça, mais par la précision, par la peur, par la terreur primitive d'être traqué. Repli général vers le complexe, ordonna Aziz. Le complexe, une structure à moitié effondrée, à 2 kilomètres au sud, était la seule position encore défendable. Formation serrée, personne ne se déplace seul. Et tandis que ces hommes obéissaient, Aziz ne pouvait chasser une pensée obsédante. Quelque part, dans la tempête, quelqu'un était en train de les battre sans jamais se montrer. Alors que sa force se repliait, abandonnant les hauteurs et l'avantage tactique, Aziz ne parvenait pas à chasser une pensée obsédante. Quelque part dans la tempête, dissimulée dans cette mort blanche qui les encerclait, se trouvait une seule personne qui venait de vaincre 30 hommes sans qu'aucun d'eux n'ait jamais vu son visage. Emily Walker les observa se retirer à travers son optique. Tout se déroulait exactement comme elle l'avait anticipé. L'ennemi se regroupait. Ses décisions n'étaient plus dictées par l'entraînement, mais par la peur. Il devenait prévisible, mais le prix à payer était lourd. 72 heures sans sommeil. Les contours de sa vision commençaient à se brouiller. À 2 reprises, elle s'était surprise à sombrer dans des micro-sommeils, des instants fugaces où la conscience s'éteignait brutalement, le cerveau exigeant un repos qu'elle ne pouvait pas lui accorder. Chaque fois, elle se réveillait en sursaut, traversée par une décharge d'adrénaline qui la laissait tremblante. Le froid avait dépassé le stade de l'inconfort. Il infligeait désormais des dégâts réels. Elle ne sentait plus son pied gauche. Ses mains parvenaient encore à manipuler son arme, mais la motricité fine se dégradait. Elle l'avait remarqué lors de son dernier tir, une légère oscillation sur la détente, absente auparavant. Le temps ne jouait plus en sa faveur. Walker se déplaça vers une nouvelle position, parcourant cette fois près de 400 mètres jusqu'à un affleurement rocheux offrant de la hauteur et plusieurs axes de repli. Le déplacement lui prit 1 heure et demie et consuma des calories précieuses qu'elle ne pourrait pas remplacer. Il ne lui restait plus de nourriture à l'exception de 2 gels énergétiques et d'une barre protéinée durcie comme du bois. Depuis cette position, elle pouvait observer le périmètre ennemi désormais consolidé. Ils avaient morte bien choisi. Le complexe à moitié effondré offrait une couverture efficace et créait des goulets d'étranglement naturels. L'attaquer de front aurait exigé bien plus de ressources que ce que l'équipe de Michael Turner pouvait aligner. Mais l'assaut n'était pas l'objectif. L'objectif était d'ouvrir un corridor de fuite. Walker étudia le terrain entre le complexe et Echo Landing Zone. 3 kilomètres de relief chaotique, 2 cols exposés, un ravin étroit. Si l'équipe de Turner tentait de franchir cette zone sous observation, elle serait décimée. Les adversaires disposeraient de champs de tir dégagés sur au moins 800 mètres. À moins que ces observateurs ne soient plus à lire, si je n'ai plus pas de l'IA, Walker identifia ses cibles. 4 postes d'observation, chacun occupé par 2 ou 3 hommes. Ils n'avaient pas tous besoin d'être neutralisés. Juste assez pour créer des angles morts exploitables. Elle calcula les trajectoires, les distances, l'ordre des engagements. Le véritable défi restait le temps. Et l'exposition. Chaque tir révélait sa position, ne serait-ce que quelques secondes. Dans la neige, le flash de bouche pouvait être visible à plus d'1 kilomètre. Le son, dans l'air froid, portait plus loin, plus net. Chaque coup de feu était un compte à rebours. Elle devait faire en sorte que chacun compte. Le premier tir, à 19h30, élimina l'opérateur radio du poste nord. Walker l'observait depuis 40 minutes, notant ses habitudes. Toutes les 10 minutes, il se plaçait exactement au même endroit pour transmettre son compte-rendu. Prévisible. Mortel. La munition de 7,62 parcourut les 340 mètres en moins d'une demi-seconde. Elle traversa sa poitrine et pulvérisa la radio derrière lui, projetant des fragments de plastique et de composants. Son coéquipier se jeta au sol en hurlant dans une radio de secours. Walker était déjà en mouvement. Elle se déplaça de 30 mètres vers l'ouest, profitant du chaos pour masquer le bruit de sa progression. Lorsque les tirs de riposte labourèrent son ancienne position, elle n'y était plus. Les 3 heures suivantes furent une campagne d'usure méthodique. Walker bougeait, tirait, bougeait encore, jamais 2 fois depuis le même point.
jamais avec le même intervalle. Lorsqu'elle le pouvait, elle visait les équipements de communication, forçant l'ennemi à recourir à des messagers et à des signaux manuels. À défaut, elle ciblait ceux qui semblaient donner des ordres ou coordonner les mouvements. C'était de la guerre psychologique menée à coups de balles. Chaque tir signifiait « je peux vous atteindre partout ». Chaque disparition murmurait « vous ne pouvez pas m'atteindre ». La fatigue s'accumulait. Lors de son 4e déplacement, son pied gauche céda complètement. Plus aucune sensation, aucune réponse. Elle le traîna derrière elle, tenta de rétablir la circulation par des massages frénétiques, en vain. Les lésions dépassaient désormais le simple engourdissement. Des dommages potentiellement irréversibles. Elle n'en tint pas compte. À 22h45, Walker observa quelque chose qui l'obligea à revoir toute son approche. L'ennemi se repliait encore davantage, abandonnant même le complexe, reculant vers une position plus éloignée. Ils semirent le terrain. Cela signifiait que la route de Turner vers la zone de posée s'ouvrait. Mais cela voulait aussi dire qu'ils se réorganisaient, qu'ils gagnaient du temps, qu'ils envisageaient peut-être des renforts, une autre forme de combat. Walker devait accélérer. Elle prit alors une décision qui violait toutes les doctrines du tir de précision. Elle allait réduire la distance. Les règles recommandaient de maintenir une séparation de 4 à 600 mètres, hors de portée efficace des armes légères, tout en conservant l'avantage de précision. Se rapprocher signifiait accepter un risque accru. Mais le risque était relatif. Le danger le plus immédiat n'était pas pour elle. C'était Evan Miller, qui se vidait lentement de son sang pendant que l'équipe luttait pour atteindre l'extraction à temps. Et ça, Walker ne pouvait pas l'accepter. Emily Walker s'approcha à moins de 200 mètres du nouveau périmètre ennemi, assez près pour entendre des bribes de conversation, assez près pour distinguer les visages éclairés par les flammes des abris improvisés, assez près, surtout, pour savoir que si elle était repérée, elle ne disposerait plus que de quelques secondes à vivre, pas de minutes. À cette distance, les cibles devenaient personnelles. Elle les voyait comme des individus, de jeunes hommes pour la plupart, certains à peine sortis de l'adolescence, recroquevillés contre le froid, tendus, anxieux. L'un montrait une photographie à son voisin. Un autre priait, les lèvres remuant sans bruit. Walker ne ressentait rien, ni haine, ni compassion. Les émotions étaient un luxe qu'elle avait appris à enfermer depuis longtemps. Ici, il n'y avait que des fonctions. Menace, non-menace. Tout le reste n'était que du bruit. Elle identifia le commandant ennemi à son comportement, plus âgé, calme en apparence, donnant des ordres à voix basse, vérifiant les positions lui-même. Il était la clé de voûte. L'éliminer ferait trembler l'ensemble de la structure. Mais le tuer en ferait un martyr. Et un martyr pouvait souder un groupe au lieu de le briser. Mieux valait miner son autorité, le rendre hésitant, le pousser à douter de ses propres décisions. Walker déplaça donc son point de visée vers l'homme qui se tenait à ses côtés, son second. À en juger par leurs échanges, un adjoint direct. Elle attendit le moment parfait. Le commandant parlait, expliquant quelque chose. Le second se pencha légèrement pour écouter. Le tir lui traversa la gorge. Il s'effondra immédiatement. Le sang éclaboussa le visage du commandant. Celui-ci marqua un temps d'arrêt. Le choc, l'horreur. Puis quelque chose de plus profond encore, le doute. Walker l'observa à travers son optique tandis qu'il se jetait à couvert, hurlant des ordres contradictoires. Toute présence de commandement s'évaporait. Les hommes qui cherchaient en lui une direction n'y voyaient plus que de la panique. La fracture psychologique était totale. Walker s'accorda 60 secondes pour se déplacer. Son corps atteignait ses limites. Les mains tremblaient. Sa vision se resserrait en tunnel. Les pensées devenaient plus lentes, moins nettes. Elle s'imposa la séquence mécaniquement. Se lever, bouger, se plaquer, se couvrir, respirer. Encore une nuit. Juste tenir encore une nuit. L'aube du 2e jour apporta un nouvel ennemi, sa propre physiologie. Elle était éveillée depuis 96 heures. Le corps humain n'était pas conçu pour cela. Les études montraient qu'au-delà de 72 heures, les fonctions cognitives chutaient à un niveau comparable à une ivresse sévère. La prise de décision se dégradait. Les temps de réaction s'allongeaient. La perception visuelle devenait instable. Walker en faisait l'expérience directe. Elle s'était repositionnée sous un pin dense, aux branches basses chargées de neige, formant un abri naturel.
Ici, elle pouvait s'autoriser de courts moments d'immobilité réelle. Pas de sommeil. Elle n'osait pas dormir, juste l'immobilité, laissant les muscles récupérer tandis que l'esprit restait en alerte. Les tremblements étaient maintenant devenus constants. Pas dus à la peur, à l'hypothermie. Sa température centrale était passée sous le seuil optimal. Elle avait cessé de transpirer depuis des heures, même en mouvement. Lors de sa dernière miction, son urine avait été brun foncé, signe de déshydratation sévère, malgré la neige qu'elle avalait. Son pied gauche était totalement insensible. Le droit commençait à suivre le même chemin. Elle avait retiré sa botte pour vérifier. La peau était cireuse, blanche, sans réaction au toucher, atteinte tissulaire de second degré au minimum. Peut-être pire. Le pied aurait pu être sauvé avec une prise en charge médicale immédiate. Elle ne disposait pas de ce luxe. Walker procéda à un inventaire rapide. Fusil, opérationnel, bien que le froid épaississe les lubrifiants. Optique, clair, mais elle notait de légers défauts de parallaxe, fatigue visuelle ou effet de peau thermique, impossible à dire. Munitions, 43 cartouches. Eau, aucune. Nourriture, un seul gel énergétique totalement gelé. Médical, premier secours basique, totalement insuffisant. Le calcul était simple, il lui restait peut-être 12 heures d'efficacité opérationnelle. Au-delà, l'hypothermie et l'épuisement rendraient tout tir précis impossible. Son corps commencerait à sacrifier les fonctions non essentielles pour préserver le cœur et le cerveau. Puis elle perdrait connaissance. 12 heures. Il faudrait que cela suffise. À 6h30, Walker repéra le mouvement de l'équipe de Michael Turner. Il se trouvait à environ 3 km au sud-ouest, progressant à travers un réseau de ravins en direction de Echo Landing Zone. Turner faisait preuve d'intelligence tactique, utilisant le terrain, avançant sous visibilité réduite, limitant l'exposition. Mais ils étaient trop lents. À ce rythme, ils n'atteindraient pas la zone de pesée avant la nuit. Une nuit de plus dans le froid tuerait Evan Miller, peut-être d'autres. La morphine devait être presque épuisée. Le choc et l'infection deviendraient inévitables. Walker prit sa décision. Elle allait créer un corridor, un passage dégagé à travers les positions ennemies que l'équipe pourrait exploiter. Cela exigerait de s'exposer, de prendre des risques qu'aucun instructeur n'aurait jamais validés. L'alternative était de regarder 7 hommes mourir lentement. Elle commença par une reconnaissance approfondie. À l'aide de son optique, elle cartographia chaque position ennemie identifiable. 12 hommes visibles, probablement 6 à 8 autres dissimulés. Ils formaient un demi-cercle grossier, bloquant l'axe direct vers la LZ. Walker repéra le point le plus faible, un intervalle entre deux positions, où le terrain dessinait naturellement un couloir. Les arbres offraient une couverture partielle. C'était là que tout allait se jouer. Un petit ruisseau, désormais figé par le gel, creusait une dépression suffisante pour dissimuler un déplacement. Si l'équipe parvenait jusqu'à ce corridor, elle aurait une chance, à condition que le passage soit dégagé. Walker se plaça sur un point dominant l'ouverture. Distance jusqu'à la position ennemie la plus proche, 280 mètres. La plus éloignée, un peu plus de 500. Elle devrait engager plusieurs cibles en succession rapide, exactement ce qu'elle s'était efforcée d'éviter jusque-là. Tirer plusieurs fois signifiait révéler sa position sans ambiguïté. L'ennemi la fixerait aussitôt sous un déluge de feu. Elle disposerait peut-être de 90 secondes avant que la suppression ne devienne écrasante. 90 secondes pour nettoyer le corridor et disparaître avant d'être submergée. Walker consulta sa montre. 7h45. L'équipe de Michael Turner se trouvait à environ 40 minutes de l'entrée du passage. En supposant qu'ils maintiennent leur allure actuelle, le timing devait être parfait. Trop tôt, l'ennemi se repositionnerait. Trop tard, et l'équipe entrerait sous le feu. Elle se cala dans sa position finale. Elle n'était pas idéale. Exposée sur le flanc gauche, option de repli limité, mais elle offrait des lignes de tir nettes sur les 5 cibles prioritaires. Alors, elle attendit. L'attente avait toujours été la partie la plus difficile. Le combat, c'était quelques secondes de violence noyées dans des heures d'immobilité. À l'entraînement, on l'avait contrainte à rester 18 heures d'affilée en position, interdiction de bouger autre chose que le doigt sur la détente. Tu n'occupes pas une position, disaient les instructeurs. Tu deviens la position. Walker était devenu beaucoup de choses au fil des années. Pierre, ombre, neige, elle avait appris à dissocier sa conscience de l'inconfort physique,
à exister dans un espace où le froid, la douleur et la peur n'avaient plus de prise. Mais cet espace devenait de plus en plus difficile à atteindre. L'épuisement et l'hypothermie fissuraient les murs mentaux qu'elle avait patiemment construits. Les pensées s'infiltraient. Et si elle perdait connaissance avant que l'équipe ne soit en sécurité? Et si ses calculs étaient faux? Et si le corridor était en réalité une zone de mort? Elle écrasa ses idées sans ménagement. Le doute avait tué plus d'opérateurs que les balles. À 8h22, elle perçut un mouvement. L'équipe apparut brièvement à découvert, le temps de traverser une zone dégagée. Turner ouvrait la marche, progressant avec méthode, vérifiant chaque angle. La formation était serrée sans être compacte. Professionnelle, 12 minutes avant l'entrée du corridor. Walker effectua une dernière vérification. Vent légèrement renforcé, 8 nœuds du nord-ouest. Température, moins 15 degrés Fahrenheit, humidité élevée. Autant de facteurs influençant la trajectoire. À ces distances, toutefois, leur impact restait marginal. Elle acquit sa première cible. Un homme posté à l'extrémité nord du passage, équipé d'un fusil à lunettes. En alerte, dangereux. Elle régula sa respiration, laissa son rythme cardiaque se stabiliser, trouva cet instant suspendu entre deux battements, là où l'arme devenait parfaitement immobile. Là où son corps cessait d'exister en tant qu'entité distincte, fusionnant avec le mécanisme. Là où une simple pression de 4 mm sur la détente propulsait une balle chemisée à près de 850 mètres par seconde. Elle pressa. L'homme s'effondra. Walker était déjà en train de basculer vers la seconde cible. L'altercation avait commencé à voix basse, puis avait dégénéré presque aussitôt. « On devrait se séparer », insista Connor Reed, la voix tendue, la moitié vers la zone secondaire. On divise leur attention. « C'est du suicide », répliqua Daniel Brooks. « On reste ensemble. »« Ensemble pour crever de froid, alors », lâcha Reed. « Une seule unité, un seul objectif, un seul groupe qui va geler sur place. » Turner les laissa échanger pendant une trentaine de secondes. Parfois, les hommes avaient besoin d'évacuer la pression. L'essentiel était d'empêcher que cela ne dégénère en rupture de discipline. « Ça suffit. » Sa voix était basse, mais chargée d'une autorité absolue. « On avance en unité. » Fin de la discussion. Reed sembla sur le point de répliquer, puis se ravisa. La tension était visible sur tous les visages. 40 heures dans un froid extrême. Peu de sommeil, une peur constante. Même les opérateurs les mieux entraînés avaient leurs limites. Evan Miller était la préoccupation la plus urgente. Il passait de plus en plus souvent de la lucidité au délire. Sa peau était pâle, moite malgré le froid. La morphine était épuisée depuis 1 heure. Désormais, il subissait pleinement la douleur des éclats et la menace de l'infection. « Combien de temps encore ?» demanda-t-il d'une voix pâteuse. 2 kilomètres, mentit Turner. Il en restait presque 3, mais la vérité n'aurait rien arrangé. Tenez bon, Evan, on y est presque. À l'arrière, Logan Price, en charge de la sécurité, siffla doucement pour attirer l'attention. Tout le monde se figea. Des tirs, plusieurs, nord-est, à 500 mètres peut-être. Turner les entendait aussi. Une séquence rapide. 5 coups en moins de 10 secondes, puis le silence. Son esprit tactique analysa aussitôt. Cadence soutenue, arme de précision, tir discipliné, pas un échange de feu, une action délibérée. « C'est elle », murmura Brooks, « forcément. » Le timing ne laissait aucun doute. Chaque fois que l'équipe approchait d'un point dangereux, des tirs éclataient quelque part devant eux ou sur un flanc. Des patrouilles ennemies qui auraient dû croiser leur route n'apparaissaient jamais. Des postes d'observation qui auraient dû les détecter restaient muets. Quelqu'un leur ouvrait le chemin. « Monsieur, on doit l'aider », dit Price à voix basse. Quelque part, au-delà de la neige et du feu, Emily Walker était en train de payer chaque mètre gagné avec son propre corps. « Elle est seule là-dehors, et c'est elle qui l'a choisi », trancha Michael Turner. « Notre mission, c'est d'atteindre l'extraction. » Mais à peine les mots prononcés, il en sentit tout le poids. Emily Walker s'était séparée de l'équipe pour leur offrir une chance. Elle dépensait sa vie heure après heure, leur achetant du temps, et eux, ils s'éloignaient. Patrick O'Neill, silencieux depuis des heures, prit enfin la parole. « J'ai fait les comptes. Un seul tireur, autant de cibles. Dans ces conditions, elle ne doit plus avoir beaucoup de munitions. L'eau est sûrement finie, la nourriture aussi. Elle est dehors depuis aussi longtemps que nous, mais seule. Elle bouge plus, elle tire plus, elle brûle ses réserves. Et alors ?
demanda Turner. Alors elle est sur un compte à rebours. Si on s'en sort, elle peut encore s'en sortir. Si on n'y arrive pas, elle n'y arrivera pas non plus. O'Neill laissa la phrase en suspens. La vérité s'abattit sur le groupe comme le froid. Walker ne se contentait pas de couvrir leur progression. Elle pariait tout sur une seule chose, qu'ils atteignent la sécurité assez vite pour qu'elle puisse ensuite décrocher et se sauver. S'ils ralentissaient, s'ils se faisaient fixer, s'ils échouaient à rejoindre la zone de pesée. Alors elle manquerait de temps, de munitions, de chaleur corporelle. Elle mourrait dans la neige, sans témoin, sans sépulture, sans que personne ne sache exactement où elle était tombée. Alors on accélère, dit Turner. On fait en sorte que son sacrifice serve à quelque chose. Ils forcèrent l'allure. Le terrain était impitoyable. Des pentes raides, des éboulis dissimulés sous la neige, des ruisseaux gelés qu'il fallait franchir avec précaution. Evan Miller, soutenu entre O'Neill et Connor Reed, était un poids mort. Chaque centaine de mètres se transformait en combat. À 8h15, ils atteignirent la lisière d'une clairière. Au-delà s'étendait le corridor qu'Emily Walker avait toute évidence ouvert pour eux. Les positions ennemies étaient désormais vides. Des corps gisaient dans la neige, du matériel abandonné, éparpillé. Elle a fait ça, murmura Logan Price, la voix chargée d'admiration, toute seule. Un seul tireur, une ligne défensive entière neutralisée. Cela aurait dû être impossible. Les angles ne correspondaient pas. La temporalité était trop serrée, à moins qu'elle ne se soit déplacée pendant l'engagement. Tirer, changer de position, tirer encore, en sacrifiant volontairement son principal atout, la dissimulation. Tout ça pour leur ouvrir ce passage. « On bouge », ordonna Turner, « vite et en silence, ne gâchez pas ça ». Ils traversèrent le corridor en 10 minutes, progressant par bonds, armes prêtes, s'attendant à chaque instant à essuyer des tirs qui ne vinrent jamais. Les corps qu'ils dépassaient n'étaient ni mutilés ni maltraités. Juste morts, des tirs nets, un travail propre, professionnel. Walker avait tué sans colère, sans haine, par calcul, par nécessité. De l'autre côté, Turner ordonna une courte pause. La zone de pesée était désormais visible, à 800 mètres. Un terrain relativement dégagé, exposé, mais franchissable, à condition d'aller vite, à condition que la météo tienne, à condition qu'Emily Walker leur ait acheté suffisamment de temps. « Monsieur » Daniel Brooks fixait quelque chose dans la neige. « Vous devriez voir ça. » C'était une empreinte de botte, pointure 7, rente. Les bords étaient encore nets. Walker était passé par là moins d'1 heure auparavant. Elle les avait observés traverser. Elle s'était assurée que le corridor tenait. À côté de l'empreinte, une marque tracée dans la terre gelée, une flèche pointant vers le nord-est. Et en dessous, un chiffre 800. La distance jusqu'à la LZ, murmura Brooks, ou celle qu'il lui reste à parcourir, ajouta Reed. Turner observa longuement le signe. C'était un message, peut-être le dernier qu'elle pouvait se permettre. Elle était toujours là, toujours en veille, toujours en train de se battre pour eux. « On termine », dit Turner. « On atteint la zone de pesée, on fait soigner Miller, et ensuite, on revient la chercher », acheva Price. Turner ne le corrigea pas. Il connaissait tout la vérité. Le temps qu'ils atteignent la sécurité et organisent une recherche, Walker aurait passé 48 heures seul, par moins 20 degrés. Les chances de la retrouver vivante étaient infimes. Mais ils avancèrent quand même, parce que cet homme respirait encore, parce qu'ils avaient encore une chance, parce qu'une femme avait estimé que leur vie valait plus que la sienne. Aziz avait perdu le contrôle de sa force. Cela s'était produit lentement, puis brutalement. D'abord, ces hommes avaient refusé de tenir des positions isolées. Ensuite, ils avaient commencé à contester ouvertement ses ordres. Enfin, 2 groupes avaient simplement refusé de bouger, invoquant le danger de la fantôme. C'est ainsi qu'ils l'appelaient désormais. Certains affirmaient qu'elle traversait les murs, d'autres qu'elle pouvait être à plusieurs endroits à la fois. Les plus superstitieux juraient qu'elle n'était pas humaine, mais un djinn envoyé pour les châtier. Aziz savait que c'était faux. Elle était humaine, exceptionnellement compétente, mais humaine. Les tirs provenaient d'un fusil de précision, pas de force surnaturelle. Les déplacements, aussi impressionnants soient-ils, restaient explicables par un entraînement de haut niveau. Tout pouvait être justifié tactiquement. Mais les explications n'avaient aucune valeur quand les hommes refusaient de combattre. Aziz avait regroupé ce qu'il restait de sa force dans une seule position fortifiée. Une formation rocheuse naturelle,
offrant une visibilité quasi totale et plusieurs couches défensives. 24 hommes, tous les combattants encore opérationnels. Ils avaient abandonné le périmètre, abandonné les postes d'observation, abandonné toute velléité d'offensive. Ils ne combattaient plus, ils se tairaient. Commandant, le second d'Aziz, Farid Rahman, vétéran endurci par des années de combat, s'approcha. Les hommes veulent se replier complètement dans la vallée, mettre de la distance entre nous et elle. Cela reviendrait à abandonner l'opération, répondit Aziz sans détour. Nous avons reçu l'ordre d'empêcher les Américains de s'échapper. Se retirer, c'est échouer. Rester ici, c'est mourir un par un, répliqua Farid d'une voix plate. Nous avons déjà perdu 11 hommes. 11, à cause d'un seul tireur que personne n'a jamais vu. Comment combat-on quelqu'un qu'on ne peut pas trouver ? C'était la question qui rongeait Aziz depuis 2 jours. Comment lutter contre un adversaire qui violait tous les principes connus de la guerre ? Qui se déplaçait sans être vu, tirait sans être entendu, disparaissait sans laisser de traces. Sa formation à l'académie militaire afghane avait abordé la menace des snipers. Les contre-mesures étaient simples, presque mécaniques, repérer la position de tir par le son ou le flash, saturer la zone par le feu, déborder avec des effectifs supérieurs, forcer le tireur à se déplacer, à se dévoiler. Mais ce sniper-là ne restait jamais en place assez longtemps pour être localisé, ne tirait jamais suffisamment depuis un même point pour être triangulé, ne se déplaçait jamais selon des schémas prévisibles, et surtout ne leur offrait jamais une cible exploitable. On maintient la position jusqu'à l'aube, trancha Aziz. Aux premières lueurs, on se repliera en bon ordre, retraite contrôlée, vigilance maximale. Il marqua une pause. Et si elle attaque cette nuit, elle ne le fera pas. Il prononça ces mots avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait. Elle opère depuis 48 heures, sans interruption. Aucun être humain ne peut tenir ce rythme. Elle est épuisée, à court de ravitaillement. Probablement en hypothermie, elle est à bout, elle aussi. Farid ne semblait pas convaincu, mais il ne contesta pas. Il se contenta de hocher la tête et partit transmettre les ordres au chef de groupe. Aziz avait raison sur un point. Emily Walker était à bout. Ce qu'il ignorait, c'est que des opérateurs comme elle avaient des limites différentes de celles des hommes ordinaires. Ils étaient entraînés à fonctionner bien au-delà du moment où le corps suppliait pour du repos, au-delà du seuil où le froid rendait la pensée floue, au-delà de l'instant où la plupart des êtres humains renonçaient, vaincus par la nuit et la douleur. Walker était entré dans ce que les instructeurs appelaient l'état de dépassement, là où l'entraînement prenait le pas sur la biologie, où l'accomplissement de la mission primait sur la survie. C'était un état dangereux. Les opérateurs qui y basculaient ne réalisaient pas toujours qu'ils avaient franchi la ligne, qu'ils étaient passés de l'extrême tension à une phase où le corps commençait réellement à mourir. Depuis sa position à 400 mètres du point fortifié d'Aziz, Walker observait la consolidation ennemie à travers sa lunette. Sa vision se dédoublait par intermittence. Elle clignait des yeux, forçait l'image à redevenir unique, suivait son observation. Cette diplopie était un symptôme de stress neurologique. Son cerveau luttait pour maintenir des fonctions élémentaires alors qu'il manquait de sommeil, de chaleur, de glucose. Elle aborda le problème méthodiquement. 24 combattants ennemis retranchés dans une position durcie. Accès limité, excellent champ de tir. Une attaque directe se solderait par sa mort sous le volume de feu. Mais elle n'avait pas besoin de les attaquer. Elle devait les briser. Walker avait identifié le point clé, leur centre de communication. Elle les avait vus l'installer au cœur de leur dispositif. Un opérateur équipé d'une radio longue portée maintenant le lien avec le commandement supérieur. Cette radio était leur ligne de vie, leur connexion avec d'éventuels renforts. Mais surtout, leur ancrage psychologique. Tant qu'ils pouvaient parler à quelqu'un au-delà de ce chaos blanc, ils ne se sentaient pas seuls. Couper ce lien, et l'isolement devient total. Le problème était la distance. L'opérateur radio se trouvait à environ 420 mètres, protégé par des rochers, entouré d'autres hommes. La fenêtre de tir n'excédait pas une vingtaine de centimètres, l'espace entre sa couverture et sa position. Elle devait attendre qu'il bouge, qu'il s'expose, qu'il lui offre un angle. Walker se laissa s'ancrer dans le sol. Le temps devint élastique. Les secondes s'étiraient jusqu'à devenir des minutes. Les minutes se contractaient en éclairs fugaces.
Elle ne pouvait plus se fier à son horloge interne. Elle devait consulter sa montre, forçant ses yeux à se concentrer sur le cadran toutes les quelques minutes. À 22h45, l'opérateur se déplaça légèrement, se penchant vers la gauche pour ajuster son casque. Pendant 2 secondes, le haut de sa poitrine fut découvert. Walker pressa la détente. Le tir ne fut pas parfait. Le tremblement s'était accentué. Le vent avait changé subtilement. La balle frappa la radio elle-même, pulvérisant l'appareil dans une explosion de plastique, de métal et de batterie. C'était suffisant. L'opérateur plongea à couvert en hurlant. Même à cette distance, Walker entendait les cris, la confusion, les appels paniqués pour du matériel de remplacement. Elle savait qu'ils n'en avaient pas. Elle avait observé leur logistique pendant 2 jours, une seule radio longue portée. Quelques portatifs à courte distance, efficaces sur 2 kilomètres en conditions idéales. Ici, dans ce relief et ce climat, probablement moins d'un. La force d'Aziz venait d'être coupée de tout commandement supérieur. Walker ajusta son tir et envoya encore 3 balles sur la position. Pas pour tuer, pas pour viser précisément. Elle les espaça volontairement, créant le chaos, donnant l'illusion d'une attaque soutenue. Puis, elle se déplaça. Derrière elle, le lien qui tenait encore ses hommes debout venait de se rompre. Puis elle décrocha, rampant en arrière dans la neige, mettant de la distance entre elle et sa position de tir. Derrière elle, le commandement d'Aziz se désagrégeait. Les hommes se disputaient. Fallait-il se replier immédiatement, tenter de récupérer la radio détruite, se rendre aux Américains? Aziz hurlait des ordres, que de moins en moins de soldats respectaient. La discipline militaire reposait sur la confiance dans le commandement. Et cette confiance exigeait une certitude simple. Croire que ses chefs pouvaient vous protéger, pouvaient vous ramener en vie. Aziz ne pouvait offrir ni l'un ni l'autre. À minuit, 6 hommes supplémentaires désertèrent, disparaissant dans l'obscurité malgré les ordres. À 2 heures, Aziz renonça à maintenir un périmètre cohérent. Les 18 combattants restants se regroupèrent entre les rochers, serrés les uns contre les autres. Ils n'étaient plus une force défensive, ils étaient prisonniers de leur propre peur. Emily Walker observa tout cela sans émotion. Elle ne ressentait ni satisfaction, ni triomphe, seulement le froid, l'épuisement et la certitude mathématique d'avoir accompli sa mission. Le corridor vers Echo Landing Zone était dégagé. L'équipe de Michael Turner pouvait passer. À présent, elle devait simplement survivre assez longtemps pour décrocher à son tour. L'équipe se mit en mouvement à 5h30 alors que l'obscurité offrait encore un minimum de protection. Turner avait fait ses calculs. Attendre le plein jour améliorerait la visibilité, mais augmenterait aussi l'exposition. Avancer dans la pénombre de l'aube constituait un compromis acceptable. Assez de lumière pour progresser, pas assez pour devenir des silhouettes évidentes. Ils évoluaient en colonne, espacés de 5 mètres, Turner en tête, Daniel Brooks en sécurité arrière, Evan Miller au centre, presque inconscient, porté entre Patrick O'Neill et Connor Reed sur une civière improvisée faite de branches et de paracordes. La zone de pesée se trouvait à 800 mètres. 8 terrains de football. En temps normal, 10 minutes de marche. Ici, avec une civière, il leur faudrait au moins une demi-heure. 30 minutes totalement exposées. Turner scrutait les crêtes en avançant. Quelque part là-haut, Walker observait peut-être encore. Ou peut-être plus. Cela faisait 6 heures qu'il n'avait entendu aucun tir. 6 heures de silence qui pouvaient signifier qu'elle avait réussi à se désengager, ou qu'elle avait enfin succombé au froid et à l'épuisement. Les 200 premiers mètres se déroulèrent sans incident. Ils franchirent un ruisseau gelé, gravirent une légère élévation, puis descendirent dans un creux peu profond. Le vent était tombé. La neige tombait désormais droit, dense et continue, réduisant la visibilité tout en masquant leur progression. À 400 mètres, Logan Price leva le poing. « Arrêt immédiat. »« Qu'est-ce qu'il y a » murmura Turner dans sa radio. « Des corps, 3, récents. » Turner s'avança. Les corps étaient disposés en ligne grossière, orientés vers différentes directions. Des postes d'observation neutralisés simultanément, ou presque. Les tirs avaient dû être espacés de quelques secondes à peine. « Un seul tireur ne peut pas faire ça », souffla Connor Reed. « Pas depuis une seule position, les angles ne collent pas. »« À moins qu'elle n'ait bougé pendant l'engagement, » répondit Brooks. « Tirez, se déplacer, tirez encore. »
Turner observa la scène. L'écart entre les corps était d'environ 20 mètres. Abattre 3 hommes en rafale aurait exigé de changer de position, de réacquérir les cibles, de tirer avec précision sous une pression extrême. Le niveau de compétence requis était exceptionnel. Et plus encore, cela demandait une acceptation du risque que peu d'êtres humains auraient toléré. Tout ça pour ouvrir un passage à des hommes qu'elle connaissait à peine. « Elle savait qu'on passerait par ici », dit Turner. « Elle a anticipé notre route, et elle l'a nettoyée. » Ils reprirent leur progression. La zone de Poser apparut enfin à travers la neige, une clairière presque circulaire, d'une centaine de mètres de diamètre, bordée d'arbres. Exactement comme sur les images satellites étudiées lors de la préparation de missions, quand tout cela devait être une simple reconnaissance. Cela semblait appartenir à une autre époque. À 600 mètres, ils découvrirent un nouveau message de Walker, un tas soigneusement ordonné d'armes ennemies et de munitions déposées près d'un rocher, 5 AK-47, une mitrailleuse PKM, des chargeurs, plusieurs grenades. « Elle nous dit de nous armer », murmura Brooks, déjà prêt à un contact. Turner prit sa décision. Reed, O'Neill, posez la civière 30 secondes. Prenez ces fusils, des chargeurs pour tout le monde. Ils redistribuèrent rapidement l'armement. Cela les ralentirait légèrement, mais être mieux équipés pouvait faire la différence lors de l'approche finale. Les 200 derniers mètres furent les plus longs de la vie de Turner. Ils étaient totalement à découvert, avançant sur une étendue de neige nue, visible depuis n'importe quel point élevé. Ils s'attendaient à tout instant au claquement sec des fusils, au martèlement d'une mitrailleuse, à la trajectoire courbe d'une roquette. Rien ne vint. À 6h12, ils atteignirent le centre de la zone de pesée. Turner ordonna immédiatement la mise en place d'un périmètre défensif, pendant que Brooks sortait la balise de détresse. Un dispositif simple. Une fois activé, il diffusait un signal de secours sur les fréquences d'urgence. Tout appareil allié dans un rayon de 50 km le capterait. Brooks enclencha la balise. La diode clignota en vert. Transmission confirmée. À présent, il ne restait plus qu'à attendre. « Combien de temps ?» demanda Price à voix basse. Turner haussa légèrement les épaules. 10 minutes, peut-être 2 heures. Il ne précisa pas que cela pouvait aussi être jamais. Turner ne précisa pas qu'attendre pouvait aussi signifier ne jamais voir personne arriver. Si aucun appareil n'était assez proche, si la météo rendait le vol impossible, la balise ne servirait à rien. « On tient ici », ordonna-t-il. « Défense circulaire. Toute approche est challengée et confirmée avant ouverture du feu. » La neige continuait de tomber. Une chute dense, silencieuse. La visibilité n'excédait pas 30 mètres. On entendait le vent dans les arbres. Rien d'autre. Pas de voix. Pas de moteur. Comme si le monde entier s'était réduit à cette clairière blanche. Au bout de 20 minutes, la respiration d'Evan Miller devint irrégulière. Patrick O'Neill vérifia ses constantes, puis leva les yeux vers Turner et secoua très légèrement la tête. Il manquait hors de temps. 40 minutes après l'activation de la balise, Logan Price signala un mouvement. 12 heures. Distance indéterminée, ça peut être de la neige portée par le vent ou quelqu'un. Tout le monde pivota dans l'axe signalé, armes levées, sélecteur sur tir. Doigts effleurant les détentes, la forme se précisa. Une silhouette, un être humain avançant lentement dans la neige. « Challenge !» ordonna Turner. « Halt ! Identifiez-vous !» cria Price. La silhouette s'arrêta. Les 2 mains se levèrent lentement, puis une voix, à peine audible sous le vent. « Viper ! Viper ! Viper !» Le code de reconnaissance, valide, à jour, authentifié, c'était Emily Walker. Elle entra dans le périmètre comme un fantôme qui redevenait solide. Sa tenue de camouflage était rigidifiée par la glace. Son visage était livide, les lèvres bleutées, les yeux creusés. Elle avançait avec la lenteur calculée de quelqu'un dont le corps répondait à peine aux ordres. « Putain de merde !» souffla Connor Reed. Walker ne réagit pas. Elle se dirigea vers Miller, s'agenouilla et tenta de prendre son pouls. Ses mains tremblaient si fort qu'elle eut du mal à trouver l'artère. Puis elle leva les yeux vers Turner. Hélico. Sa voix était râpeuse, abîmée par la déshydratation. Balise activée. On attend. Elle hocha la tête. Avec une lenteur exagérée, elle s'assit à côté de Miller, pas pour se reposer, pour couvrir. Son fusil se plaça en position basse, canon orienté vers la lisière, malgré les tremblements qui rendaient improbable tout tir précis. « Walker, dit Turner,
Vous avez besoin de soins médicaux. Après. Un mot. Sec. Définitif. Daniel Brooks tenta de lui donner de l'eau. Elle refusa. Essaya de la faire se rapprocher du centre du périmètre, à l'abri du vent. Elle refusa encore. Elle resta là, fusil levé, surveillant les arbres, pendant que la neige s'accumulait sur ses épaules. 10 minutes plus tard, ils l'entendirent. Le battement caractéristique des pales. Un Black Hawk perça la neige, freina brutalement, puis se posa au centre de la zone. Le chef de soute sauta au sol, leur faisant signe. Embarquement immédiat, 5 minutes sur zone. L'équipe se mit en mouvement. Miller fut chargé en premier, puis les autres. Walker monta en dernier, refusant toute aide, gravissant la rampe par la seule force de sa volonté. Lorsque l'hélicoptère s'éleva, Turner jeta un dernier regard sur l'étendue blanche en dessous. Quelque part là-dessous reposaient 11 corps ennemis. Les traces d'une bataille menée par une seule personne pendant 48 heures. Une bataille que personne ne raconterait jamais vraiment, sauf les 7 hommes désormais en route vers la sécurité. Le Black Hawk se posa à F.O. Redstone, 45 minutes plus tard. Les équipes médicales montèrent à bord avant même l'arrêt complet des rotors. Miller fut évacué en premier, emmené vers l'hôpital chirurgical de campagne. Puis, ils tentèrent de prendre Walker. Elle les repoussa d'un geste, s'éloignant littéralement de 2 infirmiers qui tentaient de la placer sur un brancard. « Madame, vous avez besoin de soins immédiats », insista l'un d'eux. Hypothermie sévère, gelure probable. Après. Elle boita, son pied gauche traînant, vers la salle où l'équipe était regroupée. Les médecins regardèrent Turner, désemparé. Il haussa les épaules. « Elle n'est pas sous mon commandement. Bonne chance. » Walker trouva une chaise dans un coin et s'assit. Méthodiquement, elle entreprit le démontage de son fusil, vérifiant chaque pièce, essuyant la glace, la condensation. Ses mains tremblaient encore, mais les gestes étaient précis, automatiques, gravés par des années de répétition. Brooks lui tendit une bouteille d'eau. Cette fois, elle la prit, but lentement, chaque déglutition visiblement douloureuse. « Vous nous avez sauvés », dit-il à voix basse. Walker ne répondit pas. Elle poursuivit son travail. « Comment ?» demanda quelqu'un. « Une seule personne. 48 heures. Contre autant d'hommes. » Elle termina de remonter son arme, effectua un contrôle de fonctionnement, puis releva enfin la tête. Ses yeux étaient toujours de ce gris bleuté que Turner se rappelait, mais ils portaient désormais autre chose. Une fatigue si profonde qu'elle semblait irradier d'elle. « Je ne les ai pas combattus, » dit-elle. « Je les ai laissés se combattre eux-mêmes. » C'était la phrase la plus longue que quiconque l'ait jamais entendue prononcer. Un colonel apparut à l'entrée de la pièce, le commandant de la base. Au vu de son grade, tout le monde se redressa instinctivement. Il repéra Walker et s'approcha. « Sergent Walker, je viens de parler à votre commandant. Il veut savoir si vous pouvez marcher. »« Oui, mon colonel. »« Dans ce cas, vous allez marcher jusqu'au service médical immédiatement, où je fais porter votre corps par 4 Marines. À vous de choisir. » Walker l'observa un instant, l'évaluant. Puis, sans un mot, elle se leva et marcha. Elle hocha la tête, se leva, vacilla légèrement, se rattrapa d'un pas, puis se dirigea vers la porte. L'évaluation médicale dura près de 3 heures. Déshydratation sévère, gelure de second degré aux 2 pieds et à 3 doigts, atteinte musculaire liée à une hypothermie prolongée, abrasion cornéenne causée par le vent et la glace, perte de 5 kilos, taux de créatine kinase indiquant une rhabdomyolyse, dégradation musculaire due à un effort extrême. Le médecin ne tourna pas autour du pot. 6 heures de plus, et vous seriez morte. Défaillance rénale, puis arrêt cardiaque. Vous comprenez ça ? Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La réponse se trouvait dans le fait que 7 hommes respiraient encore. Pendant qu'Emily Walker était prise en charge, Michael Turner se trouvait en débriefing. Un officier du renseignement et un officier opération voulaient tout savoir. Effectif ennemi, position, capacité. Ce qui avait mal tourné dès le début de la mission. Lorsqu'ils en vinrent aux actions de Walker, Turner tenta d'expliquer. L'officier chargé de la prise de notes l'interrompait sans cesse. « Attendez, elle a engagé depuis combien de positions différentes ?»« On estime entre 15 et 20. »« Sur quelle durée ? 48 heures. Et vous ne l'avez jamais vue ? Pas une seule fois, pas avant qu'elle n'entre dans la zone de posée.
L'officier du renseignement se pencha en arrière. Il va falloir examiner ses positions ennemies, documenter ça. Si sa méthode est reproductible, cela pourrait changer notre manière de penser les opérations de précision à longue distance. Ce n'est pas reproductible, intervint Daniel Brooks depuis le fond de la pièce. Pas par des humains normaux. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas de l'entraînement, c'est autre chose. Après le débriefing, Turner alla la chercher. Walker se trouvait dans l'aile médicale, refusant de rester alité. Elle avait réussi à se procurer une tenue propre et s'asseyait au bord du lit, en train de lasser des Rangers de taille trop grande pour ses pieds bandés. « Vous partez quelque part » demanda Turner. « Remise des armes, inventaire du matériel, compte rendu à ma chaîne de commandement. » Tout ça peut attendre. Non. Elle se leva, testa son appui sur ses pieds blessés, grimaça, mais ne se rassit pas. Ça ne peut pas. Turner comprit. Elle devait clore le cycle de mission, remettre son arme, justifier chaque pièce d'équipement, se signaler officiellement. Tant que ce n'était pas fait, la mission continuait. Et tant que la mission continuait, elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. C'était cet état d'esprit qui rendait des opérateurs comme Walker irremplaçables. Et c'était le même qui finissait par les détruire. « Alors laissez-moi au moins marcher avec vous, » dit Turner. Ils avancèrent lentement à travers la base. Walker boitait, refusant toute aide. Ils ne parlèrent pas. Il n'y avait rien à dire. Elle avait fait son travail. Lui aussi. Cet homme était en vie grâce à elle. C'était suffisant. À l'armurerie, Walker remit son fusil. L'armurier l'enregistra, commença à lui tendre un reçu, puis s'arrêta. Ce fusil, combien de cartouches tirées sur cette mission ? 87. 87 coups. 11 neutralisations confirmées. Il hésita. Et probable. Walker ne répondit pas. Les éliminations confirmées étaient là et consignées. Le reste relevait de la spéculation. À l'extérieur, un Humvee attendait pour l'emmener à l'aérodrome. Son unité était basée ailleurs. Elle avait été prêtée à l'équipe de Turner pour une mission unique. Cette mission était terminée. Avant qu'elle ne monte à bord, Turner l'arrêta. « Walker, ce que vous avez fait là-bas, je n'ai pas de mots. » Elle le fixa de ses yeux couleur glace d'hiver. « Alors n'en utilisez pas, monsieur. Assurez-vous juste qu'Evan Miller puisse revoir ses enfants. Il les reverra. Alors on est quitte. » Elle monta dans le véhicule. Le Humvee démarra, laissant Turner seul dans la neige. Brooks s'approcha. « Vous pensez qu'on la reverra ?»« Non, » répondit Turner. « Les gens comme elle ne restent pas pour les décorations. Ils font le travail, puis disparaissent, comme elle l'a fait dans ces montagnes. » Exactement comme ça. Plus tard, dans le silence de la salle d'équipe, Logan Price retrouva la photo de l'empreinte laissée par Walker dans la neige. Celle avec la flèche et le chiffre 800. Quelqu'un l'avait prise avant leur départ. « À ton avis, pourquoi elle a laissé ça ?» demanda Connor Reed. « Elle voulait qu'on sache, » répondit Price. « Elle n'a pas disparu pour qu'on se souvienne d'elle. Elle a disparu pour qu'on oublie tout, sauf la mission. Mais cette marque, c'était sa façon de dire qu'elle était encore là, qu'elle se battait pour nous. » Brooks hocha lentement la tête. « L'ennemi ne l'a jamais vue. Elle les a forcés à combattre des ombres, la peur. Eux-mêmes. Mais nous, elle voulait qu'on sache. » Turner prit la photo, la regarda une dernière fois, puis la glissa dans le dossier de mission. Un jour, quelqu'un lirait le rapport après action et se demanderait comment une seule personne avait accompli ce qu'Emily Walker avait accompli. Le rapport détaillerait ses tirs, ses déplacements, l'impact sur les opérations ennemies. Mais il ne dirait pas l'essentiel. « Je n'ai pas disparu pour que vous vous souveniez de moi, » pensa Turner. « J'ai disparu pour que vous puissiez rentrer chez vous. » Et ils étaient tous rentrés, 7 hommes vivants, parce qu'une femme avait décidé que leur vie valait 48 heures d'enfer qui auraient dû la tuer. Ça, c'était la vraie histoire. Celle qui ne rentrerait dans aucun rapport. Celle qu'ils porteraient en eux pour toujours.